Donc on vous demande de bien couper vos micros et de couper également, vos caméras. Il y aura un temps de questions-réponses évidemment, à la fin de la présentation et voilà, au programme aujourd'hui, il y aura moi qui vais tenir, une partie du discours. Je m'appelle Laetitia Zakio et il y aura Christophe, bonjour Christophe. Laetitia. Ça fait un peu, les jardins, sur la RTBF. Christophe, on va présenter aujourd'hui, comment on peut gagner des opportunités grâce ou en tout cas en s'aidant de, d'une conception circulaire et on aura aussi Jean-Philippe Thomas. Bonjour Jean-Philippe, qui est là Bonjour, qui est bonjour tout le là, monde. derrière son écran et qui est, CIO de Soudobim et un des participants, du programme Circo qu'on aura le plaisir de vous présenter. Voilà, je tiens quand même à repréciser le cadre aussi de notre présentation. Donc, on travaille grâce à l'appui de Circular Wallonia, qui est l'une des premières stratégies de déploiement de l'économie circulaire, réalisée en région wallonne et voilà, elle est soutenue par les ministres Borsu, Montréal et Tellier et le pôle Mécatech a été mandaté pour, travailler sur la chaîne de valeur, métal et aujourd'hui, en particulier, on répond à l'une des mesures, de cette stratégie qui est relativement importante Exemple et mesure. large. Et rien que ça? Oui, oui. Ah voilà, voilà. Donc, en tout cas, aujourd'hui, on en fait une, c'est déjà bien, sur le circular design et l'éco-conception. On salue France Leclerc, qui est là pour aujourd'hui représenter Circular Wallonia de manière toute discrète, mais voilà, si, il y a des questions, on n'hésitera pas à lui transmettre. Si tu es d'accord, bien sûr, France. Bien sûr, oui. Ça me rassure. Ce que j'avais envie aujourd'hui, d'échanger avec vous, c'est finalement pourquoi on est là. Quels sont en tout cas les enjeux économiques, qui peuvent toucher toutes les entreprises, et qui peuvent avoir une réponse grâce à la conception circulaire. Alors en termes d'enjeux économiques, je vais peut-être pas vous refaire les 2 années qu'on a vécues, 2-3 dernières années qu'on a vécues entre les conflits géopolitiques, les mesures sanitaires, en tout cas, il y a eu pas mal de choses qui ont un peu bouleversé, les business, ces derniers temps et vient s'ajouter évidemment les réchauffements climatiques, les événements météorologiques qui ont parfois des impacts, importants sur, le prix, des biens et il y a également des législations européennes qui viennent d'arriver. Donc ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est un marché qui est en mouvement. Vous le connaissez probablement aussi dans votre business, il y a la raréfaction, des ressources, on parle de pénurie, on parle de matériaux critiques, la volatilité des prix, hein, il y a le bois, les prix se sont envolés, ces dernières années. On commence à se stabiliser, mais jusqu'à quand? L'approvisionnement irrégulier, dans certains, pays, voilà, c'est compliqué quand on travaille pour le moment avec la Chine, hein, pour ne pas la citer. Le prix de l'énergie, l'inflation de la main-d'œuvre également et des exigences qui vont, arriver dans les cahiers des charges. Également, les marchés publics vont devenir de plus en plus durables, en tout cas, on l'espère et les clients ont aussi exprimé des besoins de plus en plus sévères concernant, l'environnement et puis, la petite cerise sur le gâteau, c'est la nouvelle taxe carbone, qui touchera tous les, imports venant hors Europe, de produits, manufacturés qui ont eu un gros impact carbone. Alors, je ne sais pas si, parmi les choses que je viens de vous citer, vous avez, connaissance ou que vous subissez ça. Donc, voilà, si vous pouviez dans votre tête, noter un peu votre score, 1, 2, 3, 4 choses m'impactent. Voilà, j'espère que si vous écrivez 0 sur votre, feuille ou dans votre tête, alors je ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui on ne parlera pas, des mêmes choses. Alors, pour en sortir, la clé, je ne sais pas si c'est la seule et l'unique, mais en tout cas, une des clés possibles, aujourd'hui, on va parler d'opportunité et on va essayer de la rendre un peu circulaire, cette opportunité? On va tâcher, oui, c'est en tout cas une thématique importante, ouais. OK. Un premier topo, qu'est-ce que c'est que l'économie linéaire?
Alors, l'économie linéaire, je ne vous apprends rien. On a d'extraction de matières premières qu'on manufacture, on la transforme. À chaque transformation, l'objet gagne en valeur et à un moment donné, on l'assemble, on remet sur le commerce et là, la valeur atteint son maximum auprès de l'utilisateur et l'utilisateur en fait l'usage, optimal durant une certaine durée. On est d'accord? C'est comme ça que ça se passe? Économie extractive et utilisation linéaire, tout à fait. Ah ben voilà. Une fois que l'utilisateur a fini, bardaf, c'est l'embardé, fin de vie, destruction brute et nette de la valeur et on envoie tout, à la poubelle. Et aujourd'hui, ce qu'on va Très vous rapide. présenter, oui, ah beh, aussi rapidement que ma transition, quoi. Ouais. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voudrait, vous amener à réfléchir, c'est comment détecter, cette destruction de valeur pour en faire une opportunité et une opportunité circulaire. On s'entend? Pas circulaire. Pourquoi circulaire? Exactement. Alors, ici, l'idée qu'on a envie de vous proposer, c'est de voir l'économie circulaire, non pas juste comme, un cercle, bien défini qu'on commence à boucler de plus en plus grâce au recyclage, non, mais comment plutôt, voir de la rétention de valeur à chaque étape, de votre produit. Eh bien, c'est ici une pyramide de valeurs qui a été, créée par l'université de Delft, hein, traduit et cette pyramide de valeurs, elle vous propose d'allonger, comme toute première étape, la durée de vie, de l'usage par, des services de maintenance, de réparation, de partage, garder la valeur du produit le plus longtemps possible sur le marché. Une fois l'usage terminé, venir faire des boucles de réemploi, de redistribution du produit. On redescend un peu sur la chaîne de valeur, on les reconditionne et donc à chaque étape, on vient remettre une nouvelle, étape de manufacture, on peut dire ça comme ça, Mmh. sur, l'économie plutôt, habituelle. Mais on a, effectué en tout cas un arrêt net de la perte de valeur à chaque boucle qu'on a pu faire. Si on y ajoute une sélection des matériaux, dès le démarrage de la création du produit, on a aussi créé une valeur ajoutée au produit, au démarrage et évidemment, plus on boucle, moins on arrive, à l'extraction des matériaux. Je sais pas si tu sais faire rentrer quelqu'un d'autre sait faire rentrer la personne qui vient de se connecter. Nos petites collègues de la com, je crois que Manon et Alice, vous pouvez, accepter dans la Je salle? m'en occupe. Oui, oui, c'est bon, je m'en occupe. Génial, merci les filles. Alors, ici, on vous donne un autre schéma, des boucles, qu'on vient de vous proposer dans la pyramide pour attirer votre attention qu'au plus la boucle est petite, au moins il y a de fuite de valeur et au plus on optimalise les valeurs économiques, les valeurs environnementales, en tout cas l'impact environnemental que l'on pourrait avoir et à chaque boucle, on perd en fait, de la maîtrise de l'énergie, des ressources humaines, à chaque fois il en faut plus et plus et plus et des matières premières. Donc plus c'est petit, plus on optimalise la valeur. On est d'accord? D'accord, donc vraiment la clé dans toute cette logique de circularité, c'est, non pas comment je vais récupérer les déchets et comment je vais en faire une nouvelle matière première, mais comment je vais vraiment allonger la durée d'usage de mon produit, de mes composants pour, maximaliser finalement leur valeur et en garder le plus possible. Voilà. Alors valeur, chaîne de valeur. Votre produit, vous ne le créez pas seul. En tout cas, vous êtes certainement accompagné dans votre démarche en amont par vos fournisseurs, fabricants de pièces, assembleurs. Vous avez vous-même votre entreprise, le travail en interne, vous passez la main, votre produit est sur le marché, il passe à l'utilisateur. L'utilisateur en a fini de son usage et voilà, collecteur. Quand on en a de la chance, on a déjà, une étape de remanufacture. Sinon, recycleur et je n'en parlerai pas, l'étape cruciale de la décharge et de l'incinération. Ce que je vais vous proposer, c'est un exemple fictif sur une chaîne de valeur tout à fait, basique.
Et je vais vous donner quelques exemples de perte de valeur à chaque étape. Le fournisseur de matériaux, il extrait la matière et parfois un autre matériau secondaire. X% de perdu, il n'en fait rien. Le fabricant de pièces, il peut avoir dans sa manufacture X tonnes de pièces défectueuses perdues. Il n'en fait rien. Perte de valeur nette de sa poche. Au moment de la fabrication, le four du manufacturier a une déperdition énergétique énorme, perte de valeur, coût, ça, je ne vous fais pas de dessin, surtout avec l'énergie. L'assemblage, parfois, ça nécessite des allers-retours, une pièce qui vient du fournisseur A, la pièce vient du fournisseur B, voilà, un transport parfois inutile. Et des pertes de production, évidemment. Des pertes de production également qui peuvent arriver. On va distribuer le produit. Le produit est emballé dans un blister en plastique, une boîte en carton. Les boîtes en carton sont elles-mêmes sur des palettes qu'on a refilmées pour ne pas que ça tombe dans le transport. Bref, un emballage qui coûte cher en main-d'œuvre et en matériaux. L'utilisateur, voilà, peut-être qu'il y a une batterie dans le produit, il doit la changer, mais il va la chercher chez le concurrent. Voilà, il préfère ne pas la prendre chez vous, vous coûtez peut-être trop cher, que sais-je. L'usager se plaint, il y a une charnière sur votre produit, elle casse tout le temps, la qualité n'est pas optimale et finalement, la durée d'usage est raccourcie. Le client se plaint encore, ils font ça, les clients, ils achètent avec le sourire parfois. Il doit se débarrasser du produit et ça lui coûte un certain prix qu'il doit payer au collecteur. Ensuite, le composant doit être recyclé et pas de bol. Il y a le boîtier, lui, il n'est pas recyclable et il pollue tout le process de recyclage. Donc, on n'arrive même pas à optimaliser des matériaux qui seraient recyclables. Et puis, en fait, le plastique du produit est recyclé, tout va bien, la vie est belle, mais on ne réutilise absolument pas le plastique sur la chaîne de valeur et ce plastique est envoyé en Indonésie et voilà, perte de valeur à nouveau. Voilà, qui dit recyclage ne dit pas aussi recyclage dans le même type de produit, donc voilà. Perte de valeur en termes de réutilisation aussi. Voilà en tout cas quelques détections de valeur qu'on pourrait faire sur une chaîne de valeur fictive pour un produit fictif. Comment est-ce qu'on s'en sort, Christophe? Alors, l'approche qu'on vous propose ici avec Circo, et donc, enfin, je mentionne Circo parce que voilà, cette logique vient de chez eux. On en parlera un petit peu plus tard, mais voilà, c'est l'approche qui est prise en compte dans ce qu'on vous propose ici au travers du webinaire. C'est d'analyser en fait cette perte de valeur et d'identifier les opportunités en réfléchissant en termes de modèle d'affaires. Donc, quel modèle d'affaires, finalement, quel type de modèle d'affaires pourrait me permettre de récupérer ces pertes de valeur que Laetitia vient d'évoquer. Dans cette approche, il y a 7 archétypes, donc vraiment des formats assez caractéristiques de business model qui sont identifiés et qu'on propose de détailler, non pas ici, mais dans les cycles qu'on organise. Alors, il y a évidemment je vais les passer très vite en vue, évidemment, mais il y a la qualité, le fait d'avoir un produit qui a une qualité et une durée de vie importante. Là, on est sur la petite machine à laver que vous voyez, qui est le modèle classique de Miele, qui fournit des machines à laver avec une très longue durée de vie. On a un modèle hybride où là, effectivement, sur base d'une machine à laver avec une durée de vie importante, l'utilisateur se retrouve contraint d'acheter des consommables. Là, on est sur l'exemple, par exemple, de l'impression Canon, qui loue des photocopieurs mais qui fournit les consommables. Enfin, qui vend les photocopieurs et fournit les consommables derrière. C'est le modèle Nespresso aussi, si on veut un modèle qui n'est pas spécialement circulaire en tant que tel, mais qui a quand même une approche de la circularité. On a aussi la machine dure longtemps, mais on peut acheter les dosettes, évidemment. Donc ça, c'est ce modèle hybride. On a aussi d'autres modèles qui sont plutôt liés à la revalorisation et que vous connaissez certainement bien, un service de réparation pour remettre des biens avec un usage identique sur le marché.
service de réparation de vélo ou d'autres types de réparation, mais voilà, un service de réparation classique dans l'industrie, vous en avez évidemment des exemples très importants, mais voilà, parfois des équipements pour lesquels on n'imagine pas qu'il y a des réparations qui sont possibles et où en fait le service de réparation pourrait permettre d'aller chercher une valeur qui vous, en tant que par exemple équipementier, vous échappe parce que ce sont des sous-traitants qui derrière s'occupent de ces réparations et que vous pourriez éventuellement récupérer. En termes de récupération, on a la récupération de pièces, de composants de vos produits. Et effectivement, là, avec un service de logistique inverse adapté, un service de démontage adapté, vous pourriez éventuellement récupérer des pièces qui ont une valeur élevée et qui sinon sont perdues et peut-être repassent dans un cycle de recyclage classique, mais qui pourraient tout à fait, qui ont une durée de vie importante, plus importante que votre produit peut-être, et qui pourrait tout à fait être récupéré pour être réintroduit dans des nouveaux produits. La vente, évidemment, de produits usagés, alors reconditionnés ou non, upgradés ou non. Donc, on a différentes stratégies pour remettre des produits sur le marché, et ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mais donc voilà, c'est évidemment une autre manière de récupérer de la valeur à un moment. Et généralement, ces business models en bleu sont souvent passés sous silence et sont souvent l'apanage d'entreprises qui sont en plus bas dans la chaîne de valeur et qui ont fait de ces modèles d'affaires leur valeur ajoutée et leur modèle économique. Et donc, voilà, est-ce que vous, en tant qu'entreprise, peut-être plus en amont sur la chaîne de valeur, vous avez l'occasion, vous avez l'opportunité d'aller chercher cette valeur ajoutée aussi, d'une manière ou d'une autre? Cette valeur perdue, pardon, cette valeur ajoutée. On a deux autres modèles encore qui sont les modèles beaucoup plus orientés service. Donc, vous voyez la petite échelle sur le côté, hein, qui est le modèle de la fonctionnalité ou le modèle de la performance. Le modèle de la fonctionnalité, c'est simplement offrir à l'utilisateur un produit, un accès à un produit, à l'utilisation d'un produit. On a par exemple la voiture, à la location de voiture. Voilà, vous choisissez la voiture que vous voulez et vous pouvez en bénéficier pendant un certain temps comme vous le souhaitez. C'est le modèle classique, mais ça peut aussi être adapté à d'autres types d'équipements, évidemment. Et le modèle de la performance, où là, vous fichez complètement de la voiture, tout ce que vous voulez, c'est de la mobilité. On a le modèle aussi de Philips qui loue de la lumière, en fait, qui fournit de la lumière aux clients dans le retail ou des aéroports, etc., donc des grosses infrastructures, et où le modèle d'affaires est basé sur les rentrées liées à cette fourniture de lumière, peu importe les lampes, peu importe la manière dont c'est fait. Voilà, vous récupérez cette valeur d'une autre manière. Si on regarde ça sur la petite colline de la valeur qu'on vous a présentée tantôt, effectivement, ces modèles d'affaires s'appliquent à différents moments de la durée de l'utilisation de votre produit. Et donc, effectivement, au moment où vous mettez un produit sur le marché, il peut être à longue durée de vie, il peut être fourni avec des consommables qui, eux, vous rapportent du cash flow. Évidemment, pendant la phase d'usage, les produits peuvent être réparés. Et voilà, dans les chutes de valeur qui suivent la phase d'utilisation du produit, on a la récupération en deuxième main, la revente en deuxième main, le reconditionnement, le réusinage, le recyclage évidemment tout à la fin. Et au travers de tout ça, on peut toujours, et ça c'est vraiment un outil qu'on essaye d'appliquer très très fort au travers de ce programme, c'est vous mettre à penser à et si mon business model était un service, et si mon business model était une performance. Et souvent, on ne s'imagine pas ce qu'il est possible de faire à ce niveau-là, mais il y a des possibilités d'aller imaginer des opportunités dans ces voies-là. Et donc, c'est ça qu'on essaye vraiment de creuser à à travers ce programme, parce que finalement, c'est là que l'aspect circulaire est le plus important, puisque vous êtes responsable, vous, en tant que fournisseur, de l'entièreté de la durée de vie de votre produit. Mais vous allez chercher la valeur autrement. Ok, d'accord. Alors, cette détection de valeur, si on reprend le petit exemple de tout à l'heure, on ne va pas tous les faire. Hein. Non, hein. On a la journée. Alors, ce que on va proposer, c'est de se focaliser peut-être sur un service de réparation ou un service de deuxième main. Bien sûr, on aurait pu aller sur plus de performance, on aurait pu aller sur la location du produit, mais voilà. Parfois, il faut des quick wins et se mettre en marche, c'est le plus important. Je suis d'accord. Donc ici, on va imaginer deux business models et on va essayer de joindre l'opportunité à la circularité. Comment on fait ça?
On a une série, avec les business models, on peut combiner ça, les business models, avec des stratégies de conception. Donc, si on regarde la colline de la valeur, on a en amont la partie valeur ajoutée. Et cette partie-là, elle est très, très importante, en fait, parce que toutes ces stratégies de conception vont déterminer finalement comment votre produit va terminer, quel usage il va avoir et quelle sera ses opportunités en termes de circularité en fin de vie. Et donc, l'avantage de cette approche combinée des business models et des stratégies de conception, c'est vraiment d'aller identifier comment l'un et l'autre peuvent se compléter, peuvent jouer ensemble. Et donc, c'est vraiment ce jeu qu'on essaie de mettre en place dans ce programme, où on va, voilà, de nouveau essayer d'imaginer et si mon produit était était utilisé avec une stratégie comme celle-là. Et donc, par exemple, dans les stratégies de conception qu'on peut avoir, c'est se dire, OK, mon produit, je vais essayer de le vendre, de le commercialiser avec un produit qui a une longue durée de vie, donc le business model de longue durée de vie, mais surtout avec une forme du coup d'attachement et de confiance. On pense aux montres, par exemple, des montres de luxe qui sont des produits qui ont une très très longue durée de vie, évidemment, mais pour lesquels la valeur réelle, la valeur d'usage, finalement, le fait d'avoir l'heure sur son poignet n'a pas beaucoup de sens. Ce qui est derrière, c'est la confiance et l'attachement qu'on met sur la marque. Les machines à laver, c'est pareil. Est-ce qu'on peut augmenter la durabilité du produit en utilisant des bons matériaux? Est-ce qu'on peut faciliter la standardisation? Est-ce qu'il peut être compatible avec d'autres types de produits de notre gamme ou des produits d'autres fournisseurs éventuellement? Est-ce qu'on peut faciliter la maintenance? Les Fairphone, par exemple, qui permettent de pouvoir être réparés beaucoup plus facilement par les utilisateurs. Et donc, on fait des partenariats avec des entreprises comme iFixit, par exemple, qui proposent des kits de réparation. L'adaptabilité, la mise à niveau, OK, est-ce que mon produit va pouvoir être consolidé dans le temps? Est-ce qu'il va pouvoir être amélioré et regagner de la valeur ajoutée pendant sa phase d'utilisation aussi? Et finalement, voilà, est-ce qu'il est démontable et remontable? Est-ce qu'on peut récupérer une série de pièces et en refaire un nouveau produit et donc récupérer un maximum de composants? Là, on a des chaises, des fournisseurs de mobilier de bureau notamment qui conçoivent tout leur mobilier de bureau pour pouvoir récupérer un maximum de pièces en fin de vie et refaire des nouvelles chaises avec ça, puisqu'il y a beaucoup de pièces qui ont une durée de vie beaucoup plus importante que l'assise, qui est la pièce d'usure finalement. Voilà. Donc, une approche produit au départ, et puis on va de plus en plus dans le détail de la conception avec une approche plus composant. Sympa. Ok, d'accord. Et comment on mixe tout ça? Qu'est-ce que ça peut donner comme résultat? Eh bien, donc c'est ça que ça peut donner des résultats assez étonnants de justement combiner ces deux approches dans vos industries. Peut-être qu'effectivement vous n'êtes pas conscient des possibilités ou en tout cas bien au clair par rapport à ça. Et donc nous on essaie d'apporter de la clarté par rapport à ça en identifiant différentes opportunités sur cette matrice finalement. Alors là, on a deux exemples, hein, mais c'est effectivement bon, voilà, comment pouvoir un vélo avec une longue durée de vie et de donner des pièces de vélo. Enfin, c'est basique, mais comment est-ce qu'on peut facilement réparer un vélo soi-même? Ou alors une machine à laver, ok, si on combine l'aspect machine à laver avec longue durée de vie, mais qu'en fait on fait une machine à laver en tant que service, c'est le business model des lavoirs, mais on peut aussi aller beaucoup plus loin dans la proposition qu'on fait à des clients de louer chez eux une machine à laver, puisqu'ils à ce moment-là, ils ne sont pas obligés de se déplacer. Donc on a toute une gamme comme ça de gradations qu'on peut mettre et qu'on explore avec vous lors de ce programme de 3 jours. D'accord. Et donc, tu veux dire que, par exemple, pour avoir un service optimal de mise à disposition, nous, ce qui nous intéresse, c'est que la machine dure le plus longtemps possible chez notre client. Voilà. Et donc, on va avoir un contrat de maintenance qui va en plus améliorer notre service au final. Exactement. OK, donc On peut aller jusque-là, le hein, de nouveau, tout est possible. Voilà. Mais il faut déterminer en fonction de ce que vous et de vos enjeux, et je pense que tu vas y venir après, mais c'est important que lors de cette définition des opportunités, on identifie bien aussi quels sont vos enjeux, vos réalités, et pas être réaliste par rapport à ces opportunités, parce que tout est possible, mais voilà. Exactement. Tu me fais une transition d'enfer. Exactement. À croire qu'on s'était préparé avant. En tout cas, il faudra tenir compte de la réalité de l'entreprise et de sa chaîne de valeur. Donc, en interne, quel type de capitaux vous avez la possibilité de dégager, mais quelle est aussi votre agilité? Est-ce que c'est facile pour vous de mettre en marche une nouvelle production ou est-ce que ça nécessite des nouvelles compétences au sein du personnel? Est-ce que ça fait partie de vos valeurs ou est-ce que là aussi il y a un travail
changement de comportement en interne. Ouh là là, qu'est-ce que je vous ai dire? Ça doit faire mal aux oreilles. Quelle est aussi la disponibilité sur la chaîne de valeur? Est-ce que c'est un besoin qu'ont vos clients de faire ça? Ou est-ce que finalement ça va tomber à plat? Est-ce que le marché est prêt? Est-ce que vos partenaires vont pouvoir travailler avec vous? Là, on est plutôt sur la faisabilité. Comment vos partenaires vont pouvoir vous aider à aller plus loin? Parce qu'il y a probablement des modèles qu'on ne fait pas tout seul dans son coin. Et puis, voilà, choisir un business model, c'est aussi avoir des conséquences sur la conception du produit. Qu'est-ce qui est réalisable ou pas, techniquement parlant? Et le timing. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir des objectifs court terme, atteignables, qui vont nous motiver pour la suite, que trop vite, trop grand, trop rapide et bardaf, Se mettre en marche toujours. se mettre en N'oublie marche pas. toujours, tout à fait. En tout cas, une fois qu'on a identifié notre business model, une fois qu'on a identifié notre conception de produit la plus circulaire possible, en fait, on refait une nouvelle chaîne de valeur. C'est ça, on se remet alors sur une chaîne de valeur qui n'est plus linéaire, mais qui devient circulaire. Peut-être qu'on va avoir besoin d'un nouveau prestataire pour la réparation. Et là, on va choisir quoi, à ton avis? Une petite idée? On pourrait ajouter une plus-value? Si on a un prestataire pour la réparation, oui, tout à fait, une entreprise de travail adaptée, par exemple, ou Exactement. Et là, on ajoute une valeur en plus sociale à notre modèle économique. Peut-être qu'on va devoir aller chercher un nouveau fournisseur, distributeur pour ramener les pièces détachées. Les pièces détachées, on va solliciter notre fournisseur de base. Et puis pour la deuxième main, même chose, il va falloir avoir un concept de reprise. Quel partenaire va pouvoir être le lien entre l'utilisateur et la remise dans le circuit. Et avec un peu de chance, on aura même choisi un modèle de conception qui va nous permettre de standardiser les pièces et en standardisant, ce sera recyclable. Voilà, l'exemple fictif, idéal évidemment qui, évite l'incinération en plus. On est évidemment sur un exemple un peu bisounours qui a l'air facile, mais voilà, c'est voulu évidemment, pour l'exemple. ce qui est vraiment important de comprendre ici, c'est vraiment cette logique de ne pas juste contraindre sa chaîne de valeur et de la remettre en forme de boucle et simplement de faire du recyclage, parce que c'est ça qui se passerait dans ces cas-là. On a notre chaîne de valeur linéaire et on la boucle avec le recyclage. Ici, c'est vraiment au sein de cette chaîne de valeur comment vous allez pouvoir refaire une série de boucles en interne pendant toute la durée de vie de votre produit pour finalement arriver à ce qu'il n'y ait pratiquement plus rien qui arrive en Ouais. bout de chaîne de valeur. Des petites boucles et améliorer la conception pour Grâce à qu'au le concept. minimum, la fin de vie soit la plus maîtrisée possible. Donc, le recyclage est vu ici en amont dans la conception pour Tout à fait. venir le bypasser au maximum. Pas le bypasser, mais au moins l'optimaliser aussi. Parce que peut-être qu'au bout de 3 utilisations, définitivement, le produit, il faudra bien s'en débarrasser. Alors, qu'est-ce que cela peut apporter? Finalement, au moment où vous aviez détecté des pertes de valeur, voilà, vos opportunités potentielles, vous en avez fait des ajouts de valeur dans ce schéma fictif. Et comment? Avec peut-être une marge plus grande pour vendre le produit au premier usage, un gain de confiance, un bonus qualité pour le client. Est-ce que du coup, il ne serait pas prêt à payer plus? Moins de produits en fin de vie, en tout cas à le garder le plus longtemps possible et donc au final moins d'utilisation de matières premières. Peut-être même que vous allez aller jusqu'à, éviter une pénurie de matières premières puisque vous avez toujours un produit à proposer aux clients. Sur la chaîne de valeur, vous avez aussi apporté, un gros bonus, des nouveaux prestataires, un prestataire social et en standardisant les pièces dans le modèle du recyclage, coup de bol, normalement, ça a réduit les coûts. Donc voilà, plusieurs ajouts de valeur possibles et des opportunités que vous avez remportées dans cet exemple tout à fait fictif, mais relativement plausible en fonction de votre produit. Un modèle de marche différent, fidélisation du client, nouveaux partenaires, une plus-value sociétale, un nouveau marché, peut-être un marché de deuxième main et de réparation. Et alors, si la cerise sur le gâteau vous apporte une innovation pour cette pièce démontable, peut-être que vous auriez même une visibilité européenne et des nouveaux marchés. En tout cas, c'est des choses qui peuvent arriver en fonction du meilleur choix que vous aurez fait. Est-ce que c'est si facile? Ça se saurait. Alors, ce qui
tout le monde le ferait, ce serait déjà fait. Ce qui peut être facile, c'est de se mettre dans la démarche. Voilà, c'est la première étape qui est la plus facile peut-être. Oui, je pense, oui. Allez vous informer, vous inspirer, penser, opportunité de valeur, ça c'est peut-être le moins compliqué. Ensuite, il faut se convaincre. Quand je dis se convaincre, c'est convaincre déjà l'interne, les actionnaires, la chaîne de valeur, progresser, innover, en tout cas y aller pas à pas avec des objectifs, raisonnables, smart. La méthodologie Circo. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot que tu Ouais. nous as dit comme ça, comme C'est l'air parce de qu'il était sur tes slides, alors je me suis dit qu'il fallait que j'aborde quand même, sinon les gens allaient se poser des questions. Donc la méthode Circo, donc, pour reprendre très rapidement, donc c'est en fait un programme de design circulaire qui a été initié aux Pays-Bas, dans l'université de Delft, suite à plusieurs études qui l'ont mis en place. Et donc ils se sont dit, OK, comment est-ce qu'on peut standardiser finalement cette approche de réflexion circulaire au travers des stratégies de design et de conception et des business models. Et donc, ils ont proposé effectivement de développer cette activité. Et donc, voilà, Wallonie ici teste finalement pour le moment cette méthodologie Circo. Sur la chaîne de Euh, valeur. voilà, sur la chaîne de valeur, effectivement, métaux et manufacturiers. Et donc, voilà, vraiment, le but, c'est d'avoir un modèle économique. C'est vraiment une méthode très pragmatique où le but n'est pas de faire de l'exploration de tout ce qui est possible, mais d'aller rapidement sur des opportunités très claires et d'appliquer les business models et les stratégies de design qui vous conviennent au mieux et de sortir après 3 jours, de concevoir un produit qui dure plus longtemps et de sortir après 3 jours de workshop avec une idée très claire d'un produit, service ou en tout cas une démarche plus circulaire pour votre entreprise. Ça peut être un nouveau produit, ça peut être aller récupérer des déchets, ça peut être réduire les pertes de production, ça peut être toute une série de choses, mais en tout cas, le but, c'est que vous puissiez vous mettre en marche aux sorties de ces 3 jours d'atelier. Ça peut paraître long, mais au final, les retours qu'on a eus et qu'on a encore ici, puisqu'il y a un programme qui est en cours, c'est que ça passe très vite et c'est assez chargé. En tout cas, les, les participants sont bien fatigués après les 3 jours. Donc voilà, on ne s'ennuie pas pendant ces 3 jours et j'espère que voilà, la troisième journée qui est prévue vendredi prochain permettra d'aller vraiment chercher enfin en tout cas construire vraiment l'opportunité qui a été identifiée lors du premier jour. Et on y vient, seul à ce programme? Eh bien non, vous pouvez venir, vous devez venir, pardon. Ouais. Vous pouvez venir avec d'autres entreprises de votre chaîne de valeur. Ça, c'est une bonne idée parce que ça permet de challenger éventuellement vos fournisseurs aussi. Mais au sein de l'entreprise, en tout cas, vous devez venir avec 2 personnes. C'est important qu'il y ait 2 profils complémentaires qui participent à ce track parce que c'est vraiment une réflexion continue pendant tout le déroulé. Et donc, on a besoin de 2 profils qui soient différents. Donc, si on a 2 personnes de la R&D en même temps, ben, ça va aller dans un sens, mais pas assez dans l'autre. Et donc, on veut vraiment avoir une personne qui soit plus orientée plutôt business, stratégie, marketing, et une personne plutôt orientée conception, R&D, ou en tout cas qui connaît la technique derrière le produit ou le service que vous développez. Et en plus, comme ça, ils vont aller, tous les 2 sur leur chaîne de valeur. L'un va aller plus en amont vers le marché et l'autre va aller Ça plutôt permet aussi dans de la servir en conception. interne, tout à fait. Super. Et on y va à combien? Il y a une entreprise, on fait du personnalisé ou on est Effectivement, c'est ce qui est important aussi, tu as raison de le souligner, Laetitia, merci. C'est de faire en sorte que des entreprises qui sont parfois d'horizons très différents et qui participent, et Jean-Philippe qui nous a rejoint et qui témoignera juste après lors du premier track, ben, l'a bien vécu. C'était des entreprises a priori d'un secteur d'activité assez similaire, mais au final, les opportunités et l'identification des potentiels de circularisation dans ces entreprises ont été très différentes. Et c'est ce qu'on voit ici aussi. On a des entreprises très différentes qui participent. On a 10 entreprises donc, qui participent à ce track. C'est un maximum parce qu'on doit pouvoir s'occuper de chacun en tant que formateur. Il y a 2 formateurs par journée de formation. Quoi? non. Oui. Mais donc voilà, on essaye d'être en accompagnement permanent pour l'ensemble des ateliers qui sont proposés. Donc c'est vraiment une démarche active. Ce n'est pas 3 jours de webinaire, c'est vraiment une démarche active au travers d'une série d'ateliers les uns derrière les autres.
et c'est là où l'intérêt d'avoir 10 entreprises autour de la table est vraiment prégnant, c'est ces échanges, présenter son business model, ses stratégies à une entreprise. Alors, on espère qu'il n'y ait pas concurrente. En tout cas, on fait en sorte de ne pas le faire avec des entreprises concurrentes, mais qui a parfois, qui est donc parfois, comme je le disais tantôt, sur un autre secteur d'activité, mais qui finalement, vous vous rendez compte que les problématiques sont parfois similaires et c'est des moments très enrichissants pour tout le monde. Donc voilà, et on sort de là avec un plan d'action. Je pense que c'était le slide d'après. Oui, c'est Voilà. le slide d'après. Voilà, vous sortez de ces 3 jours de track avec un plan d'action, la réflexion, c'est ce qu'il y a de plus important, hein, tout ce que vous avez échangé, effectivement. Mais donc, les personnes en interne dans votre entreprise n'auront pas subi ou participé et échangé leur mindset. Non, subi, effectivement. N'auront pas. C'est le rythme qui est subi. Non, mais pas subi. C'est ce que je voulais dire, c'était effectivement n'auront pas été actives et n'auront pas évolué dans les concepts liés à la circularité comme vous. Et donc, ce qu'on veut vraiment que vous puissiez faire en sortant de ce track, c'est partager en interne au mieux, convaincre en interne au mieux. Et donc, dans les délivrables, il y a aussi une phase de pitch, simplement. Ça peut paraître étonnant dans un programme comme celui-là, mais on veut vraiment que vous soyez en sortie de ce track convaincu, acteur, et que vous ayez la possibilité de changer les pratiques dans votre entreprise, où que vous soyez. Tout à fait. Alors, Jean-Philippe, es-tu là? Oui, absolument. Je vous entends. Super. Je suis là. Dis, Jean-Philippe, on avait à cœur de t'inviter ici à ce petit webinaire parce que toi, tu l'as vécu le track Circo. Alors, est-ce que tu avais trouvé une opportunité dans notre petit programme? Oui, absolument. Moi, je l'ai vécu très, très positivement, le track Circo. Donc, peut-être je vais vous présenter un petit peu l'entreprise pour Vas-y, le contexte. vas-y. Donc, Soudobim, c'est une PME qui est située en région liégeoise, à Trimont plus particulièrement. Hein, donc, c'est accessible à toute taille d'entreprise, vraiment. Ça, je pense que c'est important de le dire. Donc, nous, on est actifs dans la sidérurgie au travers de la fourniture d'équipements de production, en fait. Donc, ces équipements, ce sont des lances de soufflage à oxygène. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un peu mystérieux. Mais en fait, ce sont des assemblages métalliques qui sont destinés à la projection d'oxygène, parce que cet oxygène-là, il est utilisé en fait dans l'élaboration de l'acier. Voilà. Donc, on s'adresse aux grands sidérurgistes qu'on connaît à travers l'Europe, donc ArcelorMittal, ThyssenKrupp, etc. Et donc, ces lances de production d'oxygène, elles sont utilisées en aciérie, puisque l'oxygène permet d'enlever en fait les impuretés et d'élaborer de l'acier. Et elles ont un cycle de vie de 6 à 24 mois, suivant l'usage qui en est fait. Et voilà, c'est sur ce produit qu'on a vraiment travaillé dans la méthode Circo. Et en arrivant là, voilà, c'est un produit qui a un cycle de vie vraiment linéaire pour l'instant. Mais on trouvait déjà ça dommage avant d'y arriver, avant de venir à Circo, parce que en fait, on perd énormément. Il y a énormément d'investissements dans ce produit, des coûts d'achat, des coûts de fourniture, énormément d'intervention de matière, etc. Et on se rendait bien compte qu'il y avait une perte quand le produit va finalement à la fusion, au rebut en réalité, comme une fois qu'il est usé, parce qu'il est utilisé dans un environnement très chaud, donc il subit une usure. Voilà. Donc, pour finir, il ne remplit plus la fonction. Et en arrivant à Circo, je me suis dit, c'est vraiment à cette track de circularité, parce que la circularité, en fait, c'est une notion que je ne connaissais pas bien, mais c'est un peu mystérieux finalement. Voilà, c'est un concept de bon père de famille finalement, d'utiliser ces ressources à bon escient. Et à travers ce track-là, ça m'a permis d'obtenir des informations d'abord théoriques. C'est important d'avoir la théorie pour pouvoir comprendre un peu ce qu'on fait, d'avoir des exemples de modèles théoriques, comme vous avez montré, de nouveaux business models, de nouvelles conceptions. Donc, on en apprend beaucoup. On met des termes précis sur des choses qu'on avait peut-être déjà en tête auparavant. On les développe un peu plus. Et puis, alors, bien, au cours de ces 3 jours qui sont espacés de 2 semaines, c'est important de le dire aussi parce que c'est un investissement qui est possible. 3 jours consécutifs, c'est compliqué, mais 3 jours écartés de 2 semaines, c'est possible. Puis ça permet la réflexion entre les sessions aussi.
Eh bien, voilà, donc nous, on en est sorti avec un nouveau projet de business model. Alors, c'est quelque chose d'assez ambitieux qui est à long terme, mais qu'on a pu scinder quand même en différentes étapes, différents objectifs accessibles. Parce que au cours de la présentation, donc elle est très déjà, bon, elle est succincte, mais finalement assez complète quand même, elle couvre pas mal de choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'arrive pas à faire tout ça en sortant du track. On n'arrive pas à faire ça non plus en un an. Euh, c'est un projet à long terme, mais qui peut se scinder et se découper en plus petits objectifs progressifs, pour y arriver progressivement. Voilà, ça c'est important de le dire. Et nous, c'est là-dessus qu'on travaille pour l'instant. Donc, on a identifié sur notre produit, grâce à cette session, on a identifié la possibilité en fait, de redesigner le produit pour que il soit finalement mis au rebut, au en fin de vie, uniquement une petite partie qui est usée, qui est fonctionnelle, et la remplacer par cette petite partie, la remettre à neuf pour faire un produit directement réutilisable par le client et par la suite migrer encore vers un business model de service plus amplifié, puisque pour l'instant, c'est un produit pur, mais on peut migrer vers du service et donc effectivement garder la valeur. Alors, garder la valeur, donc on met des mots là-dessus, mais il faut l'expliquer concrètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout l'effort qu'on met ici en place pour s'équiper en matière, pour trouver éventuellement des sous-traitants, pour faire une partie du travail et donc pour avant même de démarrer à créer de la valeur chez nous, c'est-à-dire à travailler nous-mêmes sur le produit, à le mettre à forme, à l'assembler, à mettre en place tout ce qu'on a conçu auparavant dans les bureaux d'études, eh bien, il y a tout un travail d'obtention de matière donc, qui est relatif à l'extraction, à l'approvisionnement, sur lequel on ne gagne rien finalement. C'est juste des coûts. La valeur, elle se crée une fois que c'est dans l'entreprise. Et le produit est chez nous. Alors, si on peut effectivement faire durer un peu plus longtemps ce cycle-là en ramenant le produit du client vers l'entreprise, bien, finalement, on épargne tout ce cycle de coûts sur lequel on ne gagne rien. Et donc, effectivement, on peut recommencer à mettre de la valeur sur le même produit. Et donc, économiquement, c'est viable. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il y a un investissement en termes de comment dire, de ressources, de façon de penser, mais c'est parce qu'il y a une logique économique derrière. L'approvisionnement matière, il est compliqué, tu l'as dit en début de session, vous en avez parlé. Effectivement, nous, on a vécu des moments difficiles pour s'approvisionner en matériaux, en matières premières, donc en métaux. On avait une grande volatilité des prix, des délais d'obtention, et ça, c'est compliqué. Quand on peut faire revenir le produit chez nous plus longtemps, eh bien, toute cette étape-là d'incertitude, ce qui n'est pas bon pour un entrepreneur, c'est pas bon du tout pour une entreprise, mais cette incertitude, elle est levée. Donc, il y a une vraie logique derrière, il y a une vraie réalité derrière. C'est pas ramener la valeur, mettre la sécurité pour le plaisir de le faire, c'est vraiment, il y a un objectif derrière. Donc, ça répond à une vraie demande. Et cette demande, eh bien, voilà, le track Circo, la formation permet de la concrétiser, de la matérialiser, grâce aussi voilà, à l'expérience des formateurs, mais également aux rencontres qu'on fait durant la formation et qui nous challenge aussi un petit peu. Donc, voilà, il y a vraiment une belle opportunité qui en est sortie. Donc, sentiment très positif vis-à-vis de la formation. Bah, écoute, merci. Je n'ai pas, je pense que tu as eu l'occasion de parcourir tout mon blabla et de le concrétiser avec ton expérience. Merci en tout cas, Jean-Philippe. Et Avec plaisir. je ne vais pas moi te challenger avec des questions puisqu'on va avoir une petite séance de questions-réponses dans quelques instants. Et donc, reste là, hein. Peut-être que d'autres auront Je ne des bouge choses à pas. Oui, je suis ouvert aux dire. questions, bien sûr. Super. Et merci d'avoir précisé effectivement que c'était 3 jours Ouais. espacés chaque fois de 2 semaines, parce que c'est vrai que c'est important. Ouais. On avait oublié de le préciser. Mais oui, mais voilà, ça sont les Oui. témoins à nous améliorer. Alors, moi, je vais juste donner un petit peu d'informations concernant finalement Circo. Donc, ça a été mis en place avec plusieurs partenaires qui travaillent ensemble. Donc, le pôle Mécatech, en début de présentation, je vous présentais le fait qu'on était mandaté dans Circular Wallonia, mais Circo est également
un rassembleur de partenaires, hein. On a Cyrus Agoria et Claude a également un expert en cours de formation Circo. Le CRM, PlastiWin sur la chaîne de valeur reste en tout cas partenaire, mais voilà, on n'est pas sur la même chaîne de valeur. Et Wallonie Design a un rôle un peu particulier puisque avec leur public de designers professionnels, ils arrivent à condenser. Donc, t'imagines, nous, en 3 jours, ils sont déjà fatigués dans les entreprises. Là, les designers, en une journée, on leur présente toute cette méthodologie et comment la mettre en place dans leur travail de designer. Et là, je voulais vous confier la suite du programme. Donc, on aimerait travailler sur la thématique des batteries dans les prochaines semaines. Le 23 février, il y aura un webinaire d'information sur les enjeux et la circularité autour des batteries, où mon collègue Jean-Paul aura l'occasion de recontextualiser un peu tout ça. On aimera également vous présenter la circularité des métaux et quels sont les enjeux de conception pour optimaliser le recyclage. À ce stade, voilà, ce sera déjà une très bonne étape dans la transition de la circularité dans les batteries. Et puis, je referai une petite présentation de Circo pour les gens qui n'auraient pas eu l'occasion de prendre du temps ce matin. Le 9 mars, le petit exemple fictif que je vous ai construit aujourd'hui sera challengé par les participants eux-mêmes qui l'expérimenteront dans un mini programme Circo d'1h30. Donc, c'est eux-mêmes qui se mettront dans une réflexion et on imaginera un cas pratique autour d'une batterie. Et Bienvenue. oui, Oui, c'est ça. ils peuvent revenir? Non, c'est bien sûr, vous êtes les bienvenus. C'est bien pour ça qu'on vous le dit. Et il y aura un nouveau programme Circo de 3 jours qui sera proposé à partir du 13 avril. Les dates sont encore en cours de confirmation, mais voilà, ça ne saurait tarder. Si vous êtes intéressés, dès lundi, nous lancerons la communication et les inscriptions seront disponibles sur notre site. Et au pire, vous avez toujours mon email à la fin de cette présentation. Voilà, alors ça c'est si vous voulez aller sur d'autres thématiques ou pour votre entreprise dans un programme Circo, vous pouvez demander toutes les informations auprès de moi directement. Et je vous ai également indiqué les informations si vous êtes un designer dans notre public d'aujourd'hui et que vous avez envie de faire une classe Circo avec Wallonie Design. Voilà, suivez-nous, ça fait toujours plaisir. Si on peut vous apporter d'autres opportunités à l'international avec nos équipes ou d'investissement, d'innovation avec l'équipe projet, il y a plein de choses qui bougent au pôle Mégatech. Donc voilà les bonnes adresses, LinkedIn et notre site internet, la newsletter. Je vous confierai ça, vous le verrez dans la présentation qui vous sera envoyée à la suite de cette présentation aujourd'hui. Mais ça résume tout simplement le pourquoi d'un business circulaire. Et en fait, c'est bien d'être circulaire, mais il faut du business pour que ce soit viable. Et voilà, maintenant c'est à vous. Commentaires, questions, dites-nous tout dans le chat. Alors, ce que je vais faire... Chat ou Ah oui, les micros ouais. sont Les micros sont sont- débloqués, donc Oui, prenez la parole, ce sera plus simple. Hein. y aller. Ah, on les a perdus, ils ne sont plus là. Ah, tu crois qu'on a un problème technique ou ils se sont juste endormis? N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions de clarification, de demandes par rapport au coût notamment. Je ne sais pas si on en avait parlé. Non, je n'en ai pas parlé. Ok. Mais voilà, si la question est là, nous y répondrons. Si tout est clair. Eh bien, ça me paraît assez clair. Ah, ah, ah! Il y a quelqu'un qui se dévoue. Ah, le contenu était très clair. Ceci explique qu'il n'y ait pas de questions. Quoique, nous avons encore un commentaire en cours de rédaction. Voilà.
France, avec plaisir. Donc, si vous avez des questions plutôt liées à la stratégie wallonne, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je transférerai toutes les questions à France Leclerc du service de la Wallonie. Et On espère avoir pu vous inspirer. Le but, c'est vraiment, c'est aussi ça dans le Track Circo, c'est vous inspirer, vous faire enfin, vous montrer que la circularité, c'est pas que des contraintes, c'est pas que du recyclage, c'est aussi beaucoup plus en amont. Et ça peut être fun de réfléchir à toutes ces opportunités et peut-être frustrant d'en sélectionner certaines, mais en tout cas, ça vous met en marche. Mais en effet, on a un commentaire qui le dit, hein, ne pas sous-estimer qu'il y a un effort à faire pour impliquer les fournisseurs. C'est sûr qu'ils ne sont pas tous dans le même mindset comme votre commentaire le dit. En même temps, le fournisseur, il doit aussi répondre aux besoins du client. Donc, à un moment donné, il faudra aller le challenger. C'est fatigant, mais Effectivement, hein, on est bien compliqué. conscient que il y a beaucoup d'embûches sur ce chemin et beaucoup de freins possibles. Et ce qu'on essaye de faire au travers de Strack et au travers de l'inspiration qu'on essaye d'apporter vraiment dans l'accompagnement qu'on peut vous offrir, c'est vraiment de se dire, OK, oui, c'est possible. Et puis après, il y a toute une série de leviers à aller activer qui existent en Wallonie au travers des organismes de soutien, des centres de recherche, des projets de recherche, des financements, etc. Il y a, si vous suivez sur le site Économie circulaire de la Wallonie, vous verrez toutes les opportunités qui existent actuellement, qui sont lancées, tous les appels à projets qui existent pour financer des premières étapes dans vos démarches, des projets déjà en cours, les aider à maturer, etc. Donc, ça va un peu dans tous les sens pour le moment, mais donc c'est le bon moment pour s'y mettre. Il y a vraiment une vague qui arrive et je vous encourage à surfer sur cette vague. Tout à fait. On voit Ah, voilà. Merci France d'avoir ponctué les propos avec le lien directement. C'est top. Un dernier commentaire était ah voilà, il vient d'être envoyé. Le track permet aussi de créer des idées ou un narratif pour effectivement aller chercher d'autres financements ou projets. Oui, en effet. J'ai un travail chez Ciris et donc ça fait aussi partie du choix des partenaires. Agoria, Ciris ont des programmes d'accompagnement qui pourront clairement soutenir les entreprises. Donc, les noms ont été cités, il y avait une bonne raison à ça. Et Jean-Philippe se tiendra à votre disposition par la suite. Voilà, il nous confie son email. Merci beaucoup à toi, Jean-Philippe, à nouveau. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci à tous d'avoir participé. Et on vous souhaite une bonne journée. On vous souhaite une bonne journée. On espère vous revoir bientôt. À bientôt, au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir.